Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et nous sommes quelque part deux animateurs. Enfin, celui que j'invite n'est pas animateur aujourd'hui, mais il l'est habituellement. Et oui, j'ai la joie de recevoir Florian Rouanet dans mon émission. Bonjour Florian, comment allez-vous ? Enchanté Alexandre, très bien et vous ? Très très bien, je suis heureux de vous avoir avec moi pour un entretien du Parti de la France. Est-ce que vous pourriez vous décrire auprès de nos adhérents et de nos abonnés, quel est votre parcours, Florian ? Bonne question, j'essaie de le faire de façon un peu synthétique, pour le parcours politique. Disons que je pense qu'on peut en revenir à mon père, c'était peut-être un peu bête et je vais essayer de passer vite quand même, mais il m'a un peu éduqué, comme j'étais un adolescent turbulent, il m'a un peu pris sous son aile et éduqué. Et finalement aux humanités, un peu lire la Bible ensemble, François Rabelais, l'Antiquité, pas mal, des choses comme ça. Et je pense que cette petite base laissée, même si ça n'était pas énorme, en fait a vraiment fructifié en moi et donné un amour de la civilisation française et européenne de façon générale. Et il a fréquenté aussi un certain milieu, fut une époque avec un certain professeur Roberto, on ne peut pas en dire plus, n'est-ce pas, qui était un peu plus lié au milieu peut-être anarchique que la droite radicale, mais voilà, c'était un peu le contexte d'époque, disons. Donc ça a fait une certaine base, disons. Et comme je l'ai perdu à l'âge de 18 ans, ça a été un coup assez dur pour moi, en sachant que la même année, ma mère avait perdu non seulement son compagnon, mais son père. Donc pendant une année, j'étais un peu dans ma grotte, ça m'avait un peu ruiné psychologiquement. Et finalement, la deuxième vie, ce qui est amusant, c'est d'avoir découvert un peu la verve du virtuose du logos. Donc d'abord en passant par Alain Soral, qui est un sacré personnage, avec ses défauts très certainement, et pas insurmontable, disons. Mais du coup, ça m'avait redonné une seconde vie quand j'étais dépolitisé dans le vide, sans rien, quoi. Disons, ça fait un petit repère. Et 2 ans après, en tombant sur pour le coup des vidéos de Maître Plomplon, le discours de doctrine nationaliste m'avait accroché tout de suite. Je me suis dit tiens, mais depuis le début, c'est comme ça que je pense. Et donc ça m'a intéressé au-delà de la personne elle-même d'ailleurs. Cette doctrine politique m'intéressait bien fortement, peut-être 2 ans après, donc vers 21 ans. Finalement, je faisais un peu une profession de foi nationaliste et il suffisait peut-être d'1 an ou 2 pour que je finisse par m'engager dans l'œuvre française, des mouvements comme Deus Vult, des choses comme ça. Donc peut-être plus marqué encore catholique, traditionnaliste, etc. à ce niveau. Où en étais-je? Donc 21 ans, nationalisme. D'ailleurs, comme tu disais, on était un petit peu animateurs tous les deux. Ça a commencé pour le coup avec Philippe Lancard-Dassac, moi. Par la suite, j'ai pu faire diverses personnalités. Et en fait, c'était un peu mettre à profit mes qualités techniques, comme je savais faire des montages, un peu de matériel et tout ça, quoi que j'ai appris sur le tas. C'est commencé pareil. Hein, ouais, on est un peu, c'est un peu comme Obélisque qui tombe dans la soupe, quoi. On est un peu embrigadé, on dit j'y vais pas, et si on y va, on y va. Donc voilà, ça s'est un petit peu fait comme ça, et maintenant j'ai 33 ans, je suis jeune marié depuis un peu moins d'1 an. Félicitations. Merci beaucoup. Donc un peu plus de 10 ans de militantisme derrière moi, varié, parce qu'il y a l'animation vidéo, mais aussi le mouvement politique. Je pense que les dernières fois aussi où j'ai bien appuyé le trait, c'était les distributions de Rivarol dans les manifestations anti-pass, anti-confinement et toutes ces choses-là, qui n'étaient pas spécialement bien vues par l'organisation Philippot, mais il y avait un peu des deux, quoi. Ils étaient hostiles, parfois pas trop, donc on avait réussi à bien diffuser la revue et les gens étaient très ouverts d'esprit, ils étaient beaucoup plus ouverts que n'importe quel apôtre de parti et tout ça. Donc c'était bien intéressant comme petite expérience militante, ça aussi. J'ai pu me brûler un petit peu les ailes aussi quelquefois. Je pense que la première garde à vue c'est avec la Manif pour tous avec Yvan Benedetti. Bon, c'était une garde à vue l'après-midi en plein air, un truc comme ça. En 2018, j'ai été condamné pour des propos sur les articles de démocratie participative. Ça fait un peu cher la consonne et la voyelle parce que ça monte presque à 5 chiffres de dépenses en comptant l'avocat et tout ça. Ouais. Donc c'est assez violent. Un deuxième truc, ça a été la garde à vue début 2022. Pareil, qualité informatique, pour le coup, ça se mélange un peu entre professionnel et politique, puisque Alexandre Juvin-Brunet, j'avais aidé pour l'un de ses sites. Et donc les policiers, à 6h du matin, ont débarqué chez moi, coucou. Ah oui. Et là, j'avais passé une garde à vue 24 heures, et en fait, alors que je devais me rendre au boulot.
ça fait une journée d'absence injustifiée. Shtack cassé en période de fiançailles, promesse de mariage, etc. Donc c'était vraiment très délicat. J'ai une vie assez rock'n'roll, mais là, Ouais, donc fallait se redresser. Voilà, j'en oublie peut-être un petit peu, mais il y a des petits exemples comme ça. Le dernier en date, j'en ferai pas trop état et je sais pas si ça va continuer, mais ça a l'air de se tasser. C'est que vous savez, dans l'Union européenne, ils ont publié un document, notamment concernant l'Allemagne, disant les gens qui pensent voilà extrême droite machin ne devraient pas avoir le droit à ça, dont à la détention d'armes. J'ai passé un permis de chasse moi. Il se trouve qu'à mes heures perdues, j'ai pas trop l'occasion de le faire, hein, mais j'aime bien. Et donc l'administration m'a un peu dérangé pour ça. D'accord. Voilà, donc faut un peu naviguer. Et c'est assez délicat. Hein. La vie de Monsieur Rouanet n'est pas de tout repos. Bah, je vois ça, et justement, je me permets de vous interroger là-dessus, parce que vous avez parlé de votre foi catholique, vous avez parlé de Deus Vult, etc. Et je me suis dit, à quel point votre foi peut vous aider dans votre espérance face à cette persécution judiciaire, et à quel point votre foi a de l'importance dans votre engagement politique. Une bonne question. C'est sûr que la foi, ça recouvre un peu tous les champs. On peut faire appel à Dieu pour sa famille, pour la nation, pour le moindre événement, la moindre difficulté, la recherche de travail notamment, parce que quand on le perd, vaut mieux. Donc je disais, c'était un petit peu ma conversion dans la foulée d'abord en passant par la politique, c'est vrai, donc nationalisme vers 21 ans et vers 23 ans finalement, j'ai pu faire le catéchisme avec l'abbé Beauvais par exemple. À l'époque, c'était Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc on avait pour le coup l'exemple d'un bon abbé bien politique, bien engagé. Sa famille est assez traditionnelle, maurassienne et tout ça. Donc lui-même faisait profession quand même d'une contre-révolution assez marquée et tout ça. Sermon bien énergique, disons. Donc j'ai été à bonne école, ça a pu bien m'aider. Donc oui, dans les moments de difficulté, comme tout chrétien, je me mets à prier ou pas d'ailleurs. Pas forcément besoin de moments de difficulté, même si c'est d'autant plus nécessaire dans ces cas-là. C'est clair. Et vous êtes aussi, par exemple, l'animateur pour Jérôme Bourbon, pour Rivarol. Et justement, je me suis dit, comment déjà vous vous êtes retrouvé animateur pour Rivarol, déjà tout d'abord. Vous avez fait quand même de nombreuses émissions avec Jérôme Bourbon, donc je suis persuadé que vous avez peut-être des petites anecdotes à nous raconter. Très, très certainement. Les gens se disent des fois ça vient de nulle part, pourquoi il a pu faire des entretiens avec telle ou telle personnalité. En fait, on se croisait un petit peu tous à l'œuvre française en 2012-2013. Hein. Il arrivait que des réunions mensuelles étaient animées en partie par Monsieur Jérôme Bourbon, André Gandillon, Yvan Benedetti, pourquoi pas Alexandre Gabriac, toutes ces personnalités-là. En fait, donc on s'y croisait tous, hein, Pierre Sidos. Finalement, c'était un microcosme où quand on allait voir, on les voyait tous. Fut une époque, si j'étais un peu plus âgé, il y aurait Maurice Bardèche, par exemple. Quoi. Ça se fait un petit peu comme ça. Donc on a commencé les vidéos de Rivarol en janvier 2018 d'ailleurs. Et c'est là où je me dis, la vache, le temps passe vite parce que ça fait presque 6 ans. En sachant que c'est un format plutôt mensuel, je dis plutôt parce qu'il y a eu pas trop des ratés, mais des fois avec les agendas, une vidéo tous les 1 mois et demi, voire un peu plus. Oui, on essaye de maintenir quand même, parce que ça empêchait pas trop de se croiser, ou alors on dérogeait peut-être un peu à l'arrêt, je me souviens plus trop, mais ouais, ça s'est fait comme ça, quoi. On était un peu du même milieu, et ça aurait pu se faire bien plus tôt d'ailleurs, parce que en 2013-14, à un moment donné, on avait un peu échangé nos numéros agenda, etc., et finalement, ça avait pas trop poussé. Et ça s'est fait plus tard. Je pense que j'étais venu à un des banquets de Rivarol entre 2018 et 2019. Je sais plus, 2019 c'est le dernier, je crois que j'y étais. Après il y a eu les soucis de confinement ou d'empêcher tout type d'organisation de droite radicale ou autre. Donc on avait été un peu empêchés. Ça m'a permis de rencontrer du beau monde. D'ailleurs, ça qui est génial dans ces événements de sociabilisation, c'est que vous avez des interventions de qualité, mais en plus à la fin vous prenez un morceau et vous rencontrez 2-3 personnalités qui un peu vous apportent quelque chose. Je sais pas, moi je suis j'ai un petit côté autiste comme tout le monde. On est un peu centré sur ce qu'on fait, concentré, etc. et un côté très sociable. Il y a les deux chez moi. Et je trouve intéressant d'allier les deux, quoi. Très souvent, j'ai forgé ma pensée grâce à tous les gens que j'ai pu croiser. Et ça m'a fait faire quelques évolutions, parce que l'air de rien, je parlais de l'abbé Xavier Beauvais. Pendant 4-5 ans, j'ai pu être paroissien chez les Cédéracantistes, par exemple. D'accord. Je suis assez tradicompatible, on va dire, avec... voilà, je m'intéresse également aux questions théologiques, par exemple. Pas seulement, mais tout, en fait, régional. Je suis capable de parler un petit peu de tout. J'aime bien même le bricolage, la boxe, je sais pas, le rétro gaming. Ok, moi aussi.
J'ai fait une émission là-dessus avec David Corsano d'ailleurs. Ouais, en effet. Mais c'est notre génération. Bon, après, je ferai pas trop l'éloge non plus de la paresse ou des choses comme ça. Bien sûr. Faut le faire de façon limitée ou quand on a la tête pleine, ça fait du bien. Mais voilà, une utilisation un peu utile. Mais on est de cette génération-là. Malheureusement, les 30-40 ans ou peut-être un petit peu moins jeunes ne dominent dans rien. Contrairement aux boomers, sauf dans le domaine au début de l'informatique, d'internet. D'ailleurs, ça nous appartenait de façon générationnelle. Ensuite, Apple, machin, Google Play, tout ça, ils ont fait main basse. Donc peut-être que niveau technique, ça a apporté un truc assez puissant, mais par contre conformiste et archi débile. Alors qu'au début, Internet, c'était nous, l'air de rien. Et le premier site internet, le premier parti politique, pardon, excusez-moi, à avoir un site internet, c'est le Front National. Intéressant. En France. En France, en tout cas. Ouais, et oui. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ouais. Parce qu'on a senti la révolution potentielle. C'est ça, et ça permettait d'avoir un moyen d'expression au-delà des médias, plateaux télé. voilà, on était systématiquement diabolisés, alors que là, bon. Absolument. Je suis ravi de découvrir que nous avons des profils d'animateurs assez similaires, donc. Et oui. Autistes. Bon, c'est la même génération, après en même temps, c'est pas si étonnant. On est toujours un peu de son temps. C'est pour ça que c'est important d'être traditionnel aussi. Absolument. Parce que, d'abord traditionnel, parce qu'être de son temps, c'est trop facile. Bien sûr. Absolument. Oui, comment vous avez vécu, justement, le fait que Rivarol, par exemple, se fasse sucrer ses subventions? Est-ce que ça a eu un impact sur vos émissions? Bien évidemment, je pense au matériel, tout ça, plein de choses, parce que c'est mon côté animateur qui parle. Comment vous avez vécu cette, oui, effectivement, le fait de ne plus avoir de subvention, le fait d'avoir été persécuté, parce que Rivarol a été persécuté aussi, et là, même actuellement, je crois que Jérôme Bourbon est aussi dans la tourmente, il risque 18 mois de prison, si je dis pas de bêtises. À quel point ça vous impacte, vous, dans votre travail? Jérôme Bourbon, en plus, c'est un peu le paravent, donc il est le directeur de Rivarol, il prend tout dans la tête, il l'assume, il a un peu les moyens aussi de tenir, etc. Mais je pense que la difficulté, bon, je la ressens parce que je suis dans le bateau, si j'ose dire, c'est peut-être pas la barque de Saint-Pierre, mais presque. Mais sinon, c'est surtout Jérôme Bourbon en première ligne qui prend tout. Hein. Il y a eu cette politique à Rivarol où tout le monde est un petit peu avec des noms de plumes. Lui, c'est presque le seul à finalement afficher son nom ou des choses comme ça. Justement pour qu'en cas de plainte, ce soit plutôt le journal qui assume les choses ou le directeur plutôt que tout le monde. Donc je trouve qu'il a ce courage-là et ce mérite. Et en même temps, bon, on le vit difficilement. Ça prouve aussi qu'on a raison. C'est un peu l'hommage du vice à la vertu, voilà. Donc tant mieux d'une certaine façon. Si on faisait pas attention à nous, on serait un peu triste aussi. Donc là, ça prouve quand même quelque chose, que nos idées gagnent un petit peu du terrain, qu'il y a de l'inquiétude de part et d'autre, et voilà. Et après, c'est une tendance un peu générale et qui remonte à limite le tribunal de Nuremberg, voire la Révolution française. Finalement, si on veut faire des gros plongeons dans le temps, où Carlo Schmitt parle bien de la définition de l'ennemi, par exemple. Ce qui définit un peu la politique, c'est pas toutes les règles de la guerre, mais ça en fait partie. Et en plus, comme il y a un glissement du juridique sur le politique, on a tendance à criminaliser les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est-à-dire l'extrême droite, etc. C'est plus entre Abdelaziz, il est là, il déglingue en train de suriner, machin, et toi qui as tenu un propos, machin. Finalement, le plus dangereux, le pire des deux, etc., c'est toi. Donc, tu es le plus gros criminel de la liste, alors que concrètement, j'ai dit quelque chose qui peut-être ne plaît pas, mais j'ai pas non plus saccagé le visage de quelqu'un. Voilà, de proportion gardée. Mais aussi, pour en revenir à Carl Schmitt, théologie politique, c'est intéressant. Toute politique est théologique parce que finalement, le fondement, c'est la morale. Et même ceux qui nous attaquent ont des principes, et c'est au nom de ces principes supérieurs, pour eux, qu'ils le font. C'est philosophique absolutiste de Carl Schmitt. Ouais, c'est exactement ça, tel que la laïcité, etc. Ce qui fait que ces gens ne sont pas religieux, mais finalement ont en quelque sorte des dogmes qui, dès qu'on s'en écarte un petit peu, voilà, on tombe sous le couperet. Absolument. Vous avez coécrit un livre avec Louis Carpentier, Le Carpentier. Louis Le Carpentier. Okay. Avec Louis Le Carpentier, qui s'appelle Fasciste et catholique. Vous vous êtes probablement déjà pris plusieurs remarques avec énormément de personnes qui vous disent que fascistes et catholiques sont incompatibles, d'autres personnes qui au contraire disent que c'est tout à fait associable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est si contradictoire que ça? En fait, c'est aussi un petit peu un moyen d'envoyer un choc mental, et nous l'entendons au sens large, tel que, voilà, il y a l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, et il faut qu'une nature soit saine pour que la foi se greffe dessus. Donc si vous greffez la foi sur un homme désincarné, dégénéré, faible, machin,
ça ne donnera rien, ça ne donnera pas des saints. D'ailleurs, les saints, ils sont pas surnaturalistes, reclus dans leur cave, sauf cas d'ermites ou des choses comme ça. Ils sont au contraire dans la charité, animés d'une foi vive et allant de l'avant, enfin je veux dire même avec dotés d'un courage physique. Donc voilà, il y a eu des conflits par exemple, mais ils sont aussi contextuels. Donc que ce soit avec l'Italie, l'Allemagne, nous n'y ont pas. Cela dit, c'est un sujet complexe dans lequel nous reconnaissons au fascisme de grands mérites, où tous ces gens qui le critiquent, finalement, s'ils avaient vécu, ils se rendraient compte de tous les bienfaits politiques, mais le problème du surnaturalisme ou du conspirationnisme les en empêche, parce qu'ils ont des blocages et un mauvais mode de pensée. Normalement, en politique, au sens noble du terme, ça peut même être fonder un foyer, hein, ça peut être très large, la politique. Mais c'est aussi, et surtout, faire attention au bien commun. Or là, la question du bien commun se pose pas, c'est juste, je m'occupe pas de la société, c'est l'esprit du monde, c'est le péché, ou alors tout est manipulé par les juifs et les francs-maçons. Donc pourquoi pas si ça vous fait plaisir, mais il y a pas que ça. Non, c'est quand on fait en politique, on pose d'abord bien commun. Et en fait, si déjà on met la priorité dans l'ordre des choses, là voilà, on a quelque chose. Et en plus dans l'ordre temporel et spirituel, là aussi, l'Église elle a une juridiction pour ses fidèles sur elle-même, sur l'Église, mais également en partie sur la cité. Donc comme il y a des rappels de foi et de mœurs, ça s'applique à toute société. Elle a son mot à dire sur des choses comme l'euthanasie, l'avortement et que sais-je. Voilà, ça c'est en effet un fait. Et en même temps, le temporel a sa légitimité dans son ordre propre. Il peut agir tout à fait de par lui-même. Et les laïcs, donc les hommes laïcs que nous sommes, c'est notre priorité à nous en fait de le faire. Et ils obtiennent d'ailleurs des résultats probants. Je parlais un peu de franc-maçonnerie. Techniquement, tous ceux qui critiquent ces régimes en disant non mais en fait il y avait des francs-maçons, ils ont obtenu des résultats probants que eux n'ont jamais obtenus. Donc qui montrent un peu l'exemple avant d'user de la ville critique, du conspirationnisme ou du surnaturalisme. C'est l'un ou l'autre en général. Ça va un petit peu ensemble d'ailleurs parce que les deux mènent à la paresse et l'inaction. Quand on n'assume plus rien, il n'y a aucune notion de responsabilité, même s'ils peuvent dire un peu de vrai également, quoi. Comme toujours, on n'a jamais 100% tort, quoi. Mais voilà, ça c'est un conflit assez large. Sur lequel on répondra pas sur chaque point, mais Louis Le Carpentier est un bon auteur avec la maison Reconquista Presse qu'il édite pour un peu déblayer le terrain sur ces sujets assez radicaux. Et justement, je me dis l'inverse de fascisme catholique. Vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez compatible. Ouais. Et aujourd'hui, il est vrai que l'Église est quand même très infestée par le protestantisme, par le modernisme, par une communauté qui ne connaît pas ses dogmes, qui n'est pas capable de défendre ses propres dogmes. Donc je me dis, vous êtes compatible, mais est-ce que vous êtes moderniste compatible? Est-ce que l'inverse de fascisme et catholique, ce serait pas Cando les catholiques? Non, parce que en fait l'église qu'on récite dans le credo, je prends une église sainte, apostolique, etc., avec les notes d'unité, ça elle est pure, disons, elle est ce qu'elle est, elle durera jusqu'à la fin des temps et tout ça. Maintenant, il y a aussi église dans le langage qui peut dire le corps ecclésiastique. Et là, en effet, il peut y avoir des imperfections qui sont humaines ou autres, et également celle du Vatican, qui a pour certains l'apparence de l'Église véritable, mais qui en effet, depuis Vatican II, a dérivé dans des choses qui épousent l'esprit des droits de l'homme, l'esprit du monde, la laïcité, pourquoi pas le néo-darwinisme, toutes ces choses-là, finalement, ils y sont allés, ils y ont cru, et si bien que même les dogmes deviennent évolutifs avec François Bergoglio. Donc c'est un peu le darwinisme, ça vit dans la théologie, coucou les copains. Alors que des choses soient évolutives dans la société politique parce qu'il y a des accidents, des choses comme ça, on peut l'admettre en philosophie, mais dans les dogmes religieux, il y a des choses qui sont plus statiques, malheureusement ou non. On y croit ou pas. Donc voilà, compatible dans le sens dès que les rites de l'Église sont exécutés pour la messe, pour l'ordination des prêtres, etc. Pour moi, je dirais que c'est plus valide et plus sûr. On peut y aller. Quand ça commence à être rallié, tradi-rallié, je me méfie davantage. Et oui. Non, mais en même temps, c'est un peu du mêlé entre Vatican II et la tradition. Et là, en fait, comme ça se mêle soit de vraies messes, soit de rites d'ordination des prêtres, soit nouveaux, soit anciens, ça se mélange un peu, c'est assez confus. Et je trouve ça un peu plus inquiétant, disons. D'accord. Donc on va dire moins sûr. Ça veut pas dire qu'on peut pas se sauver dans l'absolu. Moi je ne sonde pas les reins et les cœurs. Mais voilà. J'aurais dit c'est plus sûr dès lors qu'on est resté quand même dans les rites
employé par l'Église latine, comme elle le Ah, bien fut, sûr. voilà. Oui, extraordinaire, quoi. Oui, qui est appelé comme ça. Beaucoup de diocèses interdisent le baptême extraordinaire, enfin le baptême avec le rite extraordinaire, le baptême en latin. Ah oui. Il y a des diocèses qui l'interdisent. Je connaissais Ça même, mais en dépend même des temps, évêques. bon, là ça dépend, c'est une question dans les diocèses qui se pose, en effet. C'est l'autorité de l'évêque. Mm. J'aurais aimé vous poser cette question parce que je ne sais pas quand cette entrevue sera diffusée, mais très probablement un peu avant ou un peu après les élections européennes. Donc là, pour le contexte, je vous pose la question avant ces fameuses élections. Vous savez que le Parti de la France, par exemple, soutient Marion Maréchal. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces fameuses élections européennes? Est-ce qu'elles sont porteurs d'espoir pour le peuple français d'abord? Et qu'est-ce que vous pensez effectivement des candidats mis en avant lors de ces élections? Bah, pour répondre un petit peu par rapport au Altradistan, au Tradiland, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles chez nous d'ailleurs, où certains, on s'en occupe pas, ça se mêle peut-être un peu sur naturalisme, pas toujours, mais quoique, genre voter c'est presque un péché mortel. Alors j'ai peut-être tendance à le penser si c'est pour Macron ou un truc comme ça, parce c'est une minorité, mais ça existe. On va voter pour le pire, comme ça la société s'effondre, et on peut espérer peut-être un renouveau. Alors sur le papier, ouais, bon, je valide pas trop. C'est un peu voilà. Moi, je vote pas spécialement. Ça m'est arrivé une fois avec Marine Le Pen, c'était en 2017, pour le second tour, pas le premier. Donc ça. C'est pas quelque chose qui m'ambiance plus que ça, le fait de participer aux élections. Si on a des candidats localement, européennes, etc., bon, je pense que c'est peut-être un peu plus verrouillé à ce niveau, ou l'État encore pire. Donc j'ai l'impression que, bon, s'il y avait une ouverture à ce niveau-là, on le verrait davantage. Maintenant, dès qu'il y a des listes locales, que ce soit à partir de la France, il y a Forteresse Europe, là, pour les élections, c'est le côté un peu Ivan Benedetti et tout ça. Oui, voilà, localement, un peu Civitas. S'il y a des choses comme ça en bas de chez vous, j'aurais dit, je vous avantage, enfin, allez-y, hein, carrément, ça permet de faire un peu de lien social, rencontrer des gens, soutenir un petit peu, surtout que localement, c'est peut-être un petit peu moins verrouillé, même si on peut faire moins de choses, mais moi, j'ai des vues, voilà, je valide les deux, on va dire. C'est entre ceux qui ne veulent pas voter, qui s'en fichent parce que on se dit le salut ne semble pas trop passer par là, ou encore je votais un peu par esprit troll parce que si Marine Le Pen passe, les gauchistes sont en pleurs, ou je sais pas quoi. Bon, s'ils veulent, ou les listes un peu plus reconquête, et voilà, chacun est un petit peu dans son truc. Je suis pour ne pas trop s'embrouiller dans ces thématiques-là, même si voilà, engagez-vous si vous le sentez, mais j'ai pas l'impression qu'on va arriver. On a un tel niveau que il ne faut pas être réformiste, mais presque plus révolutionnaire, quoi. Ce qui n'empêche pas d'être contre-révolutionnaire, mais dans le processus, on va dire. Le révolutionnaire est un mot du dictionnaire. Je sais que des fois les royalistes ou les traditionnalistes ont un peu peur, mais enfin ça existe, c'est un processus, quoi. Oui, limite quand on passe des carolingiens aux capétiens, d'une certaine façon il y a une révolution de palais, quoi. Oui, c'est vrai. Bah écoutez, Florian, j'ai été ravi de vous accueillir dans mon émission. Merci pour mon bon mot. Vous avez brillamment répondu à mes questions. C'est très intéressant de discuter avec un autre homologue, un animateur du milieu. Il n'y en a pas beaucoup, il est vrai. On est quelques-uns, mais on n'est pas beaucoup. Donc j'ai été ravi de faire cette émission avec vous. Chers abonnés, chers adhérents, je vous invite à commenter bien évidemment cette vidéo, dire ce que vous en avez pensé, suggérer d'autres invités, pourquoi pas. Et je vous invite également à mettre un pouce bleu pour nous soutenir sur le plan de la visibilité, à faire un petit tour dans notre description afin de faire une petite donation pour améliorer toujours la qualité de nos vidéos et leur récurrence. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et suivez-nous sur Telegram pour suivre les forums du Parti de la France.